D'accord. Alexander, parlons de la situation à Gaza et en Israël. Nous avons pas mal de nouvelles. Une résolution du Conseil de sécurité a été adoptée et la Russie s'est abstenue lors du vote. Je suis curieux pourquoi la Russie s'est-elle abstenue. Nous avons également Blinken au Moyen-Orient. C'est son 8e voyage là-bas et je crois qu'il est actuellement au Caire. Il pousse pour un plan en 3 phases, ce qui est un peu déroutant. Les États-Unis disent que c'est un plan israélien, mais Israël ne semble pas être d'accord. Pendant ce temps, les États-Unis signalent que le Hamas acceptera ce plan via des intermédiaires qataris. Cela semble un peu confus quant à ce qui se passe exactement ici. Enfin, pourriez-vous aborder la démission de Gantz du cabinet de guerre? Il est considéré comme le principal concurrent et opposant de Netanyahou. Gantz faisait partie du cabinet de guerre, mais maintenant il est parti. Il dit que Netanyahou n'a pas de plan pour gérer le Hamas et Gaza. Il semble que Gantz soit aligné avec le plan de la Maison-Blanche de Biden pour l'avenir. Peut-être est-il la personne qu'ils aimeraient voir devenir le Premier ministre d'Israël. Que se passe-t-il dans cette région? Je pense que nous commençons peut-être à entrer dans la phase finale de la crise de Gaza, et cela se déroule. Si vous retournez et regardez nos divers programmes d'octobre, cela se déroule presque exactement comme nous l'avions dit. Nous avons mentionné que le point focal à surveiller était l'ONU, malgré quelques résistances. Nous avions prédit qu'il y aurait des résolutions de cessez-le-feu du Conseil de sécurité adoptées et que l'administration Biden ne pourrait pas résister indéfiniment. Nous y sommes maintenant. Il y a eu une autre résolution de cessez-le-feu adoptée il y a quelques semaines que Israël a ignorée. Cependant, celle-ci est une résolution de cessez-le-feu beaucoup plus forte. Et surtout, les États-Unis s'y engagent parce qu'ils ont eux-mêmes rédigé la résolution. Maintenant, nous disons que bien sûr, beaucoup d'autres acteurs ont joué un rôle dans l'élaboration de cette résolution. Tous les États arabes l'auront fait. Mais les États-Unis, l'administration Biden, ont effectivement donné à cette résolution son sceau d'approbation clair en la rédigeant et en la présentant au Conseil de sécurité. Ce que nous avons dit qui se produirait dès octobre, c'est qu'il y aurait une guerre à Gaza si les Israéliens faisaient ce qu'ils prévoyaient de faire. La guerre serait présentée comme une tentative de détruire le Hamas, mais Israël serait incapable de détruire le Hamas. Les conséquences d'essayer de faire cela, avec les pertes massives qui en résulteraient, causeraient une énorme gêne et des problèmes politiques pour l'administration Biden, tant au niveau diplomatique qu'au niveau national aux États-Unis. L'administration Biden céderait et serait saisie par une résolution qui laisserait essentiellement le Hamas intact et en contrôle de Gaza. Maintenant, si vous regardez cette résolution, c'est clairement ce qu'elle fait. Elle prévoit un processus assez complexe centré sur la libération des otages et, soit dit en passant, la libération de certains prisonniers palestiniens. Mais elle envisage un cessez-le-feu permanent et un retrait complet des troupes israéliennes de Gaza. La destruction du Hamas n'est pas... Là, dans la résolution, le Hamas, bien sûr, reste intact. À la fin de ce processus, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, si le Hamas reste en existence et qu'Israël est contraint de se retirer, le Hamas a gagné. Il a gagné politiquement. Il a même gagné d'une certaine manière militairement, parce que son objectif principal était d'assurer sa propre survie. Et c'est presque le point auquel nous sommes arrivés. Nous nous sommes approchés très près de ce point il y a quelques semaines, lorsqu'il y a eu une réunion au Qatar entre William Burns, le directeur de la CIA, qui est l'homme de confiance de l'administration Biden, la personne qui fait les vraies négociations, pas Blinken.
Quoi qu'il en soit, il a négocié un accord qui était presque identique à celui-ci. Les Israéliens étaient furieux à ce sujet. Ils l'ont vu comme une trahison et l'ont fortement dénoncé. Cela a créé un choc en Israël. Et bien sûr, Israël a répondu en lançant son opération à Rafah. L'opération à Rafah ne se passe pas bien non plus. Politiquement, ça cause énormément de dégâts. Les Israéliens ont parlé d'élargir et d'étendre le conflit en attaquant le Hezbollah au Liban. Les États-Unis ne veulent pas non plus cela avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Ainsi, l'administration Biden a maintenant ressorti cette même formule de paix que Israël avait précédemment rejetée. Et bien sûr, ce qu'ils disent, et je pense que c'est un mensonge éhonté, soit dit en passant, c'est que c'est en fait un plan israélien. Les Israéliens y ont consenti. C'est un piège. Mais c'est la seule façon, je pense, qu'ils estiment pouvoir en quelque sorte résoudre l'impasse. Et comme vous le dites absolument à juste titre, parce que Netanyahou n'acceptera pas ce plan, et les extrémistes de son gouvernement ne l'accepteront pas non plus, même s'il a été présenté comme un plan israélien, le gouvernement est progressivement en train d'être remodelé. Les politiciens plus libéraux et accommodants ont été persuadés de partir. Des arrangements sont en cours pour qu'éventuellement Netanyahou soit évincé, Gantz prenne le relais et qu'il approuve ce plan. Nous nous dirigeons exactement vers ce point que nous avions prédit qu'Israël se trouverait si elle suivait ce que Netanyahou et Biden avaient décidé en octobre. Une guerre terrible qui a coûté un terrible prix économique et laissé Israël isolé. Cela a conduit à des jugements de tribunaux internationaux contre Israël. Je veux souligner encore une fois, ce sont des jugements parce que nous avons eu des ordonnances rendues par la Cour internationale de justice. Nous avons également maintenant des poursuites judiciaires engagées contre Netanyahou lui-même et d'autres responsables israéliens. C'est un fiasco absolu et complet à tous égards, concevable. Il sera intéressant de voir ce que les Israéliens feront et comment ils s'en sortiront. Remarquez comment cet événement majeur est traité par les médias en Occident, en particulier aux États-Unis. Il est clair qu'on leur a dit de dire le moins possible à ce sujet. Ils ne veulent pas de grandes controverses, ni de contrarier et de mettre en colère les partisans d'Israël. Ils essayent de minimiser autant qu'ils le peuvent et de faire semblant que c'est un plan israélien, alors que c'est évidemment pas le cas. Oui, donc j'imagine que Netanyahou va repousser tout cela, ou une grande partie de cela. Évidemment, il a ses propres problèmes personnels au niveau national en Israël qui l'empêchent de chercher une quelconque solution ou compromis. Et les Russes se sont abstenus lors du vote. Pourquoi? Avez-vous une idée de pourquoi ils se sont abstenus? Cela va directement au point que nous venons de discuter. Cela est présenté comme un plan israélien. Nebenzia, l'ambassadeur russe, est intervenu et a dit « Comment est-ce un plan israélien? Nous ne comprenons pas ce qu'Israël a accepté. On nous demande de soutenir quelque chose que nous ne comprenons pas vraiment qu'il a accepté et qui ne l'a pas accepté. Donc nous n'allons pas y opposer notre veto, parce que, à presque tous égards, nous sommes d'accord avec ce qui est contenu ici. Mais nous ne sommes pas sûrs pour le moment de savoir exactement comment cela va fonctionner et comment cela est réellement mis en place. Encore une fois, c'est une position avec laquelle je suis sûr que les Russes ont convenu avec les autres pays du Conseil de sécurité. Ce qui est bien sûr, si tout s'effondre, ce qui est très probable, il est loin d'être certain que les Israéliens finiront par accepter cela. Il est également tout à fait plausible que le Hamas soulève des problèmes à ce sujet.
Mais soyez certains que si tout s'effondre, l'administration prétendra que le Hamas a saboté le plan pour détourner l'attention du fait que les Israéliens ne l'ont pas signé et ne l'ont pas accepté. Quoi qu'il en soit, cela signifie que les Russes ont gardé leur poudre sèche. Si tout s'effondre et que nous retournons au Conseil de sécurité, les Russes pourront dire « Regardez, nous vous l'avions dit ». Cela n'a jamais vraiment été convenu. Nous allons transformer l'histoire en fable. Nous devons donc nous appuyer sur ce que les États-Unis ont accepté, mais cette fois, nous devons le rendre obligatoire pour les Israéliens. Cela pourrait impliquer d'introduire des éléments du chapitre 7 dans la résolution suivante. C'est pourquoi les Russes se sont abstenus. C'était précisément parce qu'il y a une incertitude sur la position réelle d'Israël. Il n'y a aucune incertitude. Les Israéliens n'aiment pas cela. Cette résolution dit effectivement qu'Israël a perdu. Pour cette raison, les Israéliens ne sont pas du tout contents et ils ne l'ont pas acceptée. C'est exactement la même proposition qu'ils ont précédemment rejetée. Oui, c'est tellement déroutant parce que vous lisez les articles sur cet accord et les interviews avec Blinken. Dans chaque interview et déclaration, Blinken présente cela comme un plan israélien. Ensuite, vous lisez les déclarations de Netanyahou et de son administration, et ils disent « Nous n'aimons pas ce plan. Ce n'est pas notre plan. Nous ne l'aimons pas. » Mais voici Blinken qui voyage à travers le Moyen-Orient en disant « Bien sûr qu'Israël a signé pour ce plan, parce que c'est leur plan. » Vous vous demandez juste « Que se passe-t-il ici? » Oui, je veux dire, c'est cette chose charmante, la construction narrative postmoderne. Peu importe quels sont les faits réels, que les Israéliens aient vraiment accepté cela ou non. Il suffit de l'appeler un plan israélien et il le devient. D'accord. Dernière question. Pensez-vous qu'ils vont organiser des élections en septembre? Pensez-vous que Netanyahou finira par appeler à des élections? Son gouvernement de guerre et sa coalition seront-ils contraints de tenir des élections? Et avez-vous également l'intuition que les États-Unis veulent Gantz comme Premier ministre? Oui, et je pense qu'ils le feront. Je veux dire, je pense que ce sera une chose difficile et délicate à faire. Mais il y a beaucoup d'amis en Israël. Et bien sûr, ils peuvent aussi s'appuyer sur des personnes aux États-Unis, des partisans israéliens là-bas, qui ont également de l'influence en Israël. Je pense que si les campagnes militaires à Gaza avaient été un succès, la position de Netanyahou aurait été absolument solide. Mais elles n'ont pas été un succès. Les dommages politiques ont été trop importants. Les décisions juridiques ont été trop dommageables. Il a encore du soutien. Netanyahou a encore du soutien. Le président Johnson l'a invité à venir aux États-Unis pour s'adresser au Congrès. Donc, il n'est pas certain que cela se déroulera comme nous l'avons dit. Mais si j'étais un parieur, ce que je ne suis pas d'ailleurs, et si je devais miser de l'argent, je dirais qu'il est plus probable qu'il y ait des élections en septembre. Et il est plus probable que Gantz émerge comme le nouveau Premier ministre d'Israël. Un Premier ministre qui devra ramasser les morceaux après une défaite majeure. Et c'est ce que nous envisageons. D'accord, nous allons en rester là. theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et TwitterX. Et allez à la boutique The Duran. Prenez des articles de football. Utilisez le code Football24. Prenez soin de vous.